Au fil des ans, la guerre a évolué pour atteindre un nouveau sommet, passant du combat terrestre au combat naval et aérien. En conséquence, il y a eu un développement continu de nouveaux systèmes d'armes, capables de combattre dans une guerre moderne, alors que les États-Unis ont été constamment reconnus comme le pays leader en matière de développement de moteurs à réaction hypersonique. La Russie est désormais entrée en lice, introduisant son moteur d'avion de chasse d'une valeur de plusieurs milliards de dollars pour dominer les cieux. Quelle est l'importance de l'invention de cette merveille aérienne? D'autres pays peuvent-ils rivaliser avec cette nouvelle invention de pointe? Rejoignez-nous alors que nous analysons le moteur d'avion de chasse à 1 milliard de dollars de la Russie en action. L'équilibre mondial du pouvoir a toujours oscillé, comme un pendule s'inclinant vers les nations, détenant le plus de pouvoir économique et militaire. Au fil des ans, le pouvoir militaire s'est nettement déplacé, de l'Europe vers l'Amérique du Nord et inversement. Cependant, plus récemment, les États-Unis semblent avoir pris l'avantage en développant leur économie et en produisant des armes de destruction massive, allant des bombes pénétrantes aux hélices et aux moteurs à réaction supersonique. Au XXIe siècle, la guerre semble avoir dépassé les contraintes des avions de chasse à vitesse Mach 1 jusqu'à Mach 3, avec les grandes nations voulant atteindre Mach 6, ce qui les rendrait presque inarrêtables dans les cieux. Imaginez un avion de chasse capable d'être furtif et d'atteindre une vitesse de près de 6000 km/h, contournant tous les types de défense anti-aérienne. Dans le monde sans la moindre difficulté, un véritable tournant. Cependant, cette technologie a été bien plus facile à théoriser qu'à réaliser. Bien que le concept soit l'œuvre des principaux pays, créer une technologie d'une telle ampleur nécessite bien plus que des génies et de la volonté, le financement en étant le cœur. Mais qu'est-ce qui rend la technologie hypersonique si importante que chaque grande nation se bat pour avoir sa chance? La technologie hypersonique change clairement les règles du jeu à tous les niveaux, que ce soit en temps de guerre ou pour les déplacements quotidiens commerciaux. Par exemple, des pays comme les États-Unis et la Chine sont enfermés dans une course pour créer le premier avion de chasse opérationnel. Alors que la Chine a connu des succès et des échecs partiels, elle n'a pas vraiment réussi à concevoir un moteur hypersonique opérationnel qui pourrait être utilisé en temps de guerre ou même pour les vols commerciaux. En revanche, les États-Unis ont récemment franchi une étape déterminante en développant enfin un avion hypersonique expérimental. Le SR-72, fils du Blackbird, avec, en soutien, l'Agence de projets de recherche avancée de défense, souvent appelée DARPA, travaillant de concert pour rendre le projet suffisamment solide pour être utilisé en combat. Alors que les États-Unis font un bond en avant majeur dans le développement de cette technologie aérienne monstrueuse, la Chine poursuit ses essais en vol, espérant être le premier pays de l'Indo-Pacifique à créer une concurrence au leadership américain. Cependant, tandis que les États-Unis restent en tête et que la Chine suit, avec agressivité, le monde semble oublier l'Europe. La Russie, quant à elle, a ramené l'attention du monde avec l'achèvement imminent de son projet de moteur d'avion, de chasse hypersonique d'1 milliard de dollars, changeant complètement la donne et prenant la tête. Mais pourquoi la Russie a-t-elle été initialement ignorée? Depuis l'annexion de la Crimée, en 2014, la Russie a semblé attirer constamment plus d'ennemis que d'amis, en particulier en Occident et dans les régions Indo-Pacifiques, où l'on pensait que l'annexion de l'Ukraine par le Kremlin était tout simplement dictée par une soif de conquête mondiale pour ramener les jours de gloire de l'ancienne Union soviétique des années 90. En avançant vers le XXIe siècle, le Kremlin a fait face à des sanctions économiques et financières, principalement imposées par les États-Unis et soutenues par d'autres pays, que le Kremlin considère comme inspirés par les États-Unis.
Ainsi, personne ne pensait qu'un pays, en guerre, subissant des restrictions économiques, par la plupart des acteurs du marché mondial, aurait les ressources et la volonté, non seulement de financer la création d'un avion hypersonique, mais aussi d'être sur le point de le rendre opérationnel. Sommes-nous vraiment sur le point d'assister à un tournant historique? Bien que les rapports suggèrent qu'ils y sont presque, dans quelle mesure leur création se compare-t-elle au SR-72, fils du Blackbird? Alors que la guerre nucléaire était la norme. Dans les années 40, aujourd'hui c'est l'aviation qui est au centre des préoccupations. Au fil des ans, des philosophes et autres spécialistes de la guerre ont théorisé l'importance de la supériorité aérienne pour obtenir un avantage stratégique majeur lors d'un conflit. Comme l'a un jour déclaré Omar Nelson Bradley, la puissance aérienne est devenue prépondérante tant comme moyen de dissuasion que, dans l'éventualité d'une guerre, comme force dévastatrice pour détruire le potentiel de l'ennemi et saper fatalement sa volonté de faire la guerre. Il semble que les États-Unis et la Russie en particulier l'aient pris à cœur dans leur course effrénée pour créer l'avion de chasse le plus rapide du monde. Le SR-72, fils du Blackbird, a été créé et conçu pour remplir les fonctions essentielles d'un avion militaire, y compris les missions d'intelligence, de surveillance et de reconnaissance. Bien que l'idée semblât originale et presque impossible, elle ne sortait pas de nulle part. Elle est plutôt issue de l'évolution de la guerre, y compris l'introduction des tactiques de négation, d'accès et de négation aérienne, qui sont devenues la stratégie de référence pour les pays adverses disposant d'une puissance aérienne limitée. Ainsi, Justin Bronx, chercheur principal en puissance aérienne et technologie au Royal United Services Institute, aussi appelé RUSI, a déclaré que la montée en puissance des tactiques de négation, d'accès et aérienne est un signal d'alarme. Pour les armées, elles doivent privilégier la vitesse plutôt que la furtivité afin d'éviter que leurs avions ne soient abattus par des missiles solaires après avoir été détectés par radar. Son conseil, associé aux abattages répétés d'avions américains dans des espaces aériens ennemis, a conduit à l'émergence du SR-72, fils du Blackbird, en 2007, lorsque le département Skunk Works des programmes de développement avancé de Lockheed Martin est intervenu. La force aérienne américaine avait enfin décidé de retirer le SR-61, d'où l'idée d'un prototype qui serait au moins 2 fois plus rapide que le Blackbird retiré. En 2006, la division Skunk Works a commencé à travailler avec Aerojet Rocketdyne, une filiale de la société de défense américaine L3 Harris, qui fabrique des systèmes propulsifs pour fusées, hypersoniques et électriques, à usage spatial, défensif, civil et commercial. L'entreprise avait pour mission de créer un moteur capable de passer de 0 à une vitesse Mach 6, générant assez de force cinétique pour permettre à un avion de voyager à 6400 milles à l'heure, d'où la délibération concernant le choix du moteur. Après mûre réflexion, Lockheed a conclu un accord avec Aerojet Rocketdyne pour combiner leur moteur Scramjet, un statoréacteur, à combustion supersonique avec leur turboréacteur. Ainsi, le moteur fut désigné comme un cycle combiné basé sur turbine. Le SR-72, fils du Blackbird, a toujours été conçu pour disposer d'un système de propulsion à air aspiré, ce qui signifie que le moteur utilisera l'oxygène présent dans l'air ambiant pour brûler le carburant, générant une poussée et se propulsant entre les vitesses de Mach 1 et Mach 6. Contrairement aux moteurs fusées, qui transportent leur propre oxygène liquide pour brûler le carburant et propulser l'appareil, le fils du Blackbird allait être complètement différent car le système de propulsion à air aspiré permettrait une opération à des vitesses subsoniques, transoniques, supersoniques et hypersoniques.
Mais comment avait-il prévu de créer un jet capable de passer de la vitesse la plus basse imaginable à une vitesse hypersonique? Et comment ces moteurs fonctionneraient-ils? Cependant, l'armée de l'air américaine avait une exigence bien plus élevée qui ne pouvait être atteinte qu'en combinant le turboréacteur avec le scramjet. Les moteurs scramjet restent en position et inactifs jusqu'à ce que l'avion soit en mouvement, lorsqu'il accélère au-delà de Mach 2.5. En utilisant le turboréacteur, le scramjet prend le relais et accélère jusqu'à Mach 6, selon la vitesse souhaitée par le pilote. Mais comment ces moteurs sont-ils combinés en vol? Lockheed Martin a mis au point un système aérodynamique ingénieux où les deux moteurs sont reliés par une même entrée d'air et une même buse, par lesquelles ils aspirent l'air, puis une vanne redirige le flux d'air du turboréacteur vers le scramjet lorsque l'avion dépasse Mach 2.5. Cela a complètement changé la donne pour les États-Unis, les établissant comme la puissance aérienne dominante. Cependant, des questions subsistent. Quant à l'importance d'un moteur combiné, turboréacteur, scramjet, pour atteindre des vitesses supérieures à Mach 6. La raison en est qu'il n'existe aucun moteur au monde capable de passer de 0 à Mach 6 sans caler ou risquer une véritable explosion de l'ensemble de l'appareil, d'où l'apparition de cette ingénierie complexe. C'est comme un film de James Bond où une voiture devient un bateau, puis un bateau devient un sous-marin, tout en partageant la même coque, mais cette fois, pensez à cela pour un avion. Plus important encore, les deux moteurs en question ne peuvent fonctionner qu'à une vitesse donnée. Pour donner un peu de contexte, le turboréacteur plantera et explosera s'il est contraint de dépasser Mach 2 ou Mach 2.2, tandis que le scramjet ne fonctionne même pas tant que l'avion n'atteint pas Mach 4 en vitesse de croisière. L'armée de l'air américaine a souligné qu'avoir un avion hypersonique réduirait considérablement le temps de réaction d'un adversaire lors d'opérations. Imaginez un appareil capable de voyager à 6 fois la vitesse du son, pénétrant l'espace aérien ennemi pour des missions furtives ou de reconnaissance, et même pour une attaque si elle est autorisée et revenant à la base, avant même que l'ennemi ne réalise ce qui l'a frappé, alors que le moteur de l'avion est encore en construction. Des questions persistent sur le type de matériaux et d'équipements nécessaires pour gérer une telle vitesse. Le vol d'un avion a toujours été lié à l'énergie et à la friction. L'atmosphère contient de l'air. Par conséquent, lorsqu'un avion traverse l'atmosphère, il repousse l'air constamment, déplaçant un volume énorme, ce qui génère une forte friction et donc une accumulation de chaleur. Cependant, il existe des métaux capables de résister à des trajets à Mach 2.2, mais à Mach 6, la vitesse augmente, donc l'air est repoussé plus fortement, générant davantage de friction et assez de chaleur pour presque enflammer l'avion. Par conséquent, aussi important qu'il soit d'obtenir un moteur pouvant passer du turboréacteur au scramjet et démarrer. À Mach 4, il était tout aussi crucial de disposer des matériaux nécessaires pour construire une aéronef capable de supporter une telle vitesse sans prendre feu avant d'avoir terminé un aller-retour. C'est comme faire du vélo. Imaginez voyager à basse vitesse. Au départ, le cycliste ressent une brise qui pousse doucement son visage, mais dès qu'il accélère, l'air devient plus rapide, plus intense et un peu plus chaud. Imaginez maintenant cela avec un avion voyageant à vitesse hypersonique. Cela ne fait pas seulement de la traînée, mais cela chauffe le métal et, dans certains cas, pourrait l'enflammer. C'est ce qu'on appelle le chauffage aérodynamique. À des vitesses supérieures, à Mach 6, le chauffage aérodynamique génère des températures suffisantes pour faire fondre les cellules métalliques. Conventionnelles, ce qui pousse les ingénieurs
à considérer la fabrication de composants. Critique, à partir de composites, tels que des mélanges de carbone haute performance, de céramique et de métaux, utilisés dans les missiles balistiques intercontinentaux et l'ancien shuttle spatial, bien que la solution à composants mixtes ait été largement débattue, le problème du chauffage aérodynamique persiste. Cependant, des rapports ont constamment suggéré que le premier prototype sera finalement dévoilé par l'entreprise Lockheed Martin et sera possiblement équipé de la technologie nécessaire pour lancer des missiles hypersoniques. Alors que le monde attend sa sortie finale, certaines superpuissances, en particulier la Chine et la Russie, sont désormais engagées dans une course contre la montre pour créer leur propre moteur dans le but de rivaliser avec le SR-72, fils du Blackbird des États-Unis. Bien que les États-Unis aient repoussé les limites plus loin que presque tout le monde en expérimentant différentes façons d'accroître leur domination aérienne, la Russie a contre-attaqué avec le développement du Izdeliye 30. Le Izdeliye 30 est un moteur turbofan à faible taux de dilution avec post-combustion développé par NPO Saturn pour succéder au Saturn Al-41 F1. Alors que les États-Unis restent dans l'incertitude quant à leur capacité d'atteindre la phase de production avec le cycle combiné basé sur turbine, leur seul espoir, et peinent à passer du turboréacteur, Mach 2.2 maximum, à Mach 4 pour activer le scramjet, la Russie a choisi de ne pas aller aussi loin dans les limites. Au lieu de cela, ils ont créé un moteur turbofan avancé à cycle variable, doté d'une capacité de vectorisation de poussée qui favorise le supercruise, ce qui signifie qu'il permet à l'avion de maintenir une vitesse supersonique sans utiliser les post-combusteurs, réduisant ainsi la signature thermique et le rendant pratiquement indétectable par les radars ennemis. Bien que le Izdeliye 30, ou Saturn Al-51, comme on l'appelle souvent en Russie, ne puisse atteindre que Mach 2. Les Russes ont mis au point une innovation révolutionnaire qui pourrait ouvrir la voie à un mode de propulsion multiple, semblable au cycle combiné basé sur turbine, conçu pour le fils du Blackbird. Cependant, la Russie est allée encore plus loin. Bien qu'elle s'inspire largement du manuel américain avec le moteur à cycle combiné, elle a réussi à finaliser un moteur turbofan suffisamment suralimenté pour atteindre Mach 4 et faciliter la transition aérodynamique vers le scramjet. Les États-Unis en ont peut-être rêvé, mais il semblerait que le Kremlin l'ait concrétisé. Cependant, tout comme pour le fils du Blackbird, le moteur turbofan du Kremlin nécessite absolument un avion capable de le transporter, associé à un scramjet, pour atteindre les performances hypersoniques espérées. Ainsi naît le MiG-41. Le Izdeliye 30 a d'abord été développé pour le Sukhoi Su-57, le premier chasseur furtif opérationnel de la Russie, également apte aux frappes terrestres et maritimes. Mais dès que les États-Unis ont créé leur propre jet hypersonique non opérationnel, la Russie s'est précipitée pour revenir au sommet. Ainsi, elle a conçu le Izdeliye 30 qui fera partie du Mikoyan Pak d'épée ou MiG-41 associé à un scramjet pour atteindre Mach 6, franchissant les limites hypersoniques et au-delà. Cependant, avant que le MiG-41 n'entre en production, le Kremlin a approuvé la création du Soudakov Su-57M, avec des rapports indiquant qu'il servirait de banc d'essai pour le moteur Izdeliye 30. Où seront testés au maximum la vectorisation de poussée, l'efficacité énergétique et la résistance thermique avant son intégration dans le MiG-41. Le Kremlin a investi des milliards de dollars dans la création du Su-57M et il semblerait que des milliards supplémentaires aient été consacrés à la mise au point de la bête aérienne parfaite qu'est le MiG-41. Bien que les espoirs du Kremlin soient immenses, certains se sont demandé avec prudence pourquoi un pays dépenserait des milliards pour un avion juste pour tester s'il peut utiliser un nouveau moteur jusqu'ici. Cela n'a pas déçu. Les rapports issus des tests en vol du Soudakov Su-57M sont particulièrement prometteurs, apportant la motivation nécessaire pour poursuivre le projet MiG-51. Même après l'évolution mondiale des méthodes de guerre, avec des changements dans la manière dont les conflits sont menés et gagnés, certains aspects demeurent constants.
Ces aspects incluent la collecte de renseignements, la furtivité et les missions de reconnaissance. D'où le besoin d'un chasseur hypersonique, doté de multiples fonctionnalités, notamment pour l'interception. Le Kremlin a développé le PAK-DP, ou MiG-41, comme chasseur-intercepteur, et ce pour de bonnes raisons. Bien que la domination aérienne soit cruciale dans la guerre, elle doit se concentrer sur deux domaines clés, l'offensif et le défensif. Cependant, le MiG-41 a été conçu comme un intercepteur, un chien d'attaque féroce, traquant agressivement les avions ennemis dans l'espace aérien russe, prêt à les éliminer. En parallèle, ces jets sont chargés d'engager et de neutraliser les avions de reconnaissance et les bombardiers. Ils sont équipés de radars sophistiqués et d'autres instruments pour localiser et suivre les cibles. Bien que la plupart des intercepteurs soient équipés d'armements destinés à se défendre contre les menaces aériennes, le MiG-41 est muni d'un laser antimissile, ce qui signifie qu'il peut détecter et détruire les projectiles lancés par des avions ennemis, tout en restant capable d'abattre l'appareil lanceur, une arme de destruction polyvalente. Bien que ses capacités en mission de frappe et de combat soient irréprochables, d'importantes préoccupations ont été soulevées quant à la capacité de l'avion à voler à haute altitude. Cependant, l'armée de l'air russe estime que l'avion pourrait évoluer entre la stratopause et la tropopause, c'est-à-dire au-dessus de 12 000 mètres et en dessous de 45 000 mètres. Bien que l'avion puisse évidemment opérer à de telles altitudes et remplir son rôle d'unité de frappe, le Kremlin a décidé de l'équiper d'un moteur Izdeliye 30 avec un scramjet ou ramjet à double mode, lui donnant la possibilité d'aller encore plus vite que Mach 6. Enfin, le Kremlin a trouvé le moyen de créer sa propre version du cycle combiné basé sur turbine du fils du Blackbird, et elle est bien meilleure puisqu'elle fonctionne déjà. Bien que le moteur atteigne Mach 6, des rumeurs suggèrent que le Kremlin envisagerait une vitesse encore plus élevée, avec la possibilité de dépenser encore plus de milliards que ceux déjà investis dans le MiG-41. Bien que les sanctions continues imposées par les États-Unis freinent quelque peu la Russie, on ne peut s'empêcher de se demander ce qu'elle aurait pu accomplir sans ces restrictions économiques et financières. Reste à savoir si le monde continuera à observer la croissance russe ou si l'émergence du MiG-41 déclenchera une nouvelle course aux armements. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien qui s'affiche à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À tout de suite.